Bonjour, ma famille. Bienvenue sur Histoire avec Madési. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime. Cela représente énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Le bourdonnement à l'intérieur des quartiers des domestiques était une sorte de silence feutré qui se nourrissait de lui-même, un faible courant de rumeurs glissant sur le sol carrelé, du balai au seau, de l'office à la table de la buanderie. Je te le dis, il a jeté un verre sur la dernière, chuchota Hainaut, la gouvernante en chef, la voix tendue à la fois par l'avertissement et la superstition. Il a dit qu'elle respirait trop fort. Qui fait ça? Les cuisiniers faisaient semblant de ne pas écouter, mais leur couteau ralentissait sur les oignons tandis que la conversation se propageait. L'héritier de l'Elnor, le fils unique du milliardaire, la maladie qui avait vaincu spécialiste et saint. Quelque part au-dessus, au-delà du passage des jardiniers taillant les bougainvilliers le long de la fontaine, au-delà de la façade en miroir qui captait la lumière du soleil de Lagos et la renvoyait comme un défi, se trouvait Adrian Moreno, 27 ans, le nom derrière le murmure. Il parlait de lui comme s'il était à la fois fantôme et tempête, présent et dangereux, même en son absence. Aucune femme de chambre ne dure, marmonna Bala, le chauffeur, en pliant un journal. Ce n'est pas seulement son tempérament, c'est le sentiment, comme s'il voulait que vous le déceviez. Personne ne demandait quel genre de maladie pouvait faire ça à une personne, quel chagrin pouvait transformer la douleur en une lame. Dans les manoirs comme celui-ci, le mystère était aussi essentiel que le marbre. Vers midi, une nouvelle offre d'emploi était apparue sur le tableau d'affichage silencieux près de la pointeuse, aide personnelle, Elnor. Rotation jour et nuit, prise de poste immédiate. Quelqu'un avait griffonné un avertissement en dessous au crayon, priez d'abord. Hainaut l'effaça du pouce et soupira. Il nous faut quelqu'un qui puisse rester, dit-elle à personne, à tout le monde. Quelqu'un qui ne s'enfuit pas à la première insulte. À l'étage, la porte d'Adrian restait fermée, gardée par le silence et les allées et venues régulières de Philippe Adeyemi, l'assistant personnel du milliardaire, dont les chaussures cirées parlaient avant même que sa bouche ne s'ouvre. Aucune perturbation, dit-il au personnel ce matin-là, le regard plat, le sourire mince. Monsieur Adrian a besoin de repos. Se reposer de quoi? De la médecine? De la mémoire? Du poids de l'empire d'un père? Personne ne demandait. Il connaissait les règles des riches, ne demandez pas ce qui ne trouvera pas de réponse. Et pourtant, les chuchotements parcouraient la maison, trouvant du courage dans les coins. Adrian avait autrefois été brillant et magnifique, le genre d'homme dont le rire pouvait faire basculer une pièce. Maintenant, il vivait derrière des rideaux et la maison portait ses humeurs comme la météo. Quand l'interphone crépita, bureau, tout le personnel, même les jardiniers s'arrêtèrent. Le milliardaire avait une annonce à faire. Quelque chose dans l'air chargé disait que le manoir était sur le point de retenir son souffle un peu plus fort. Clara Aubéa n'appartenait pas aux maisons avec des fontaines. Elle appartenait aux endroits pratiques, la chambre d'hôpital de sa sœur qui ne dormait jamais, l'étal du marché avec des bananes plantains empilées comme des virgules, le siège du minibus qui secouait ses os en une prière qu'elle ne savait pas qu'elle disait. Elle se tenait au portail de sécurité avec un carnet de notes glissé sous son bras et la chaleur pressant une main humide sur son cou. « Non » demanda le garde. Clara, répondit-elle avant que son courage ne s'échappe, pour le poste d'aide. Un petit rire échappa au garde avant qu'il ne puisse le rattraper. Vous avez l'air de croire encore que les gens sont gentils. Elle sourit quand même. Certains le sont. Il la fit passer d'un geste de la main avec un hochement de tête apitoyé. L'allée serpentait à travers un jardin qui semblait conçu pour apaiser un homme qui ne se laisserait pas apaiser. Quand elle atteignit les marches de l'entrée, Richard Moreno, tout en anglais en commandement, sortait à grandes enjambées, le téléphone à l'oreille, la voix comme de l'acier tranchant. Il ne s'arrêta pas, ne salua pas, ne la vit pas. L'astuce préférée du pouvoir. Dans le hall, Philippe apparut, une ombre aux pieds légers. Les entretiens pour les candidats ont lieu dans la bibliothèque, dit-il, ses yeux balayant son visage avec l'efficacité d'un scanner. Comprenez bien que le poste exige de l'endurance. À l'intérieur, la bibliothèque sentait le cuir et l'argent ancien. 4 femmes étaient assises raidement, des CV tremblants dans leurs mains. Hainaut offrait des bouteilles d'eau comme des offrandes de paix en chuchotant, « Si vous ne supportez pas les insultes, ne perdez pas votre temps. » Quand vint le tour de Clara,
elle se tint devant Richard et Philippe comme un petit bateau face à deux falaises. « Expérience » demanda Richard sans lever les yeux d'un dossier. « Pas formel » admit Clara. « Je me suis occupé de ma mère avant son décès et de ma sœur cadette, qui est toujours malade. » Elle sentit le mot comme une ecchymose. « J'ai appris vite. » Le regard de Richard se leva, vif, mesurant. « Ce n'est pas de la charité, dit-il. J'attends de la compétence, de la discipline, de la discrétion. »« Je ne demande pas la charité, répondit-elle, assurée. Je demande du travail. » Le sourire de Philippe bougea, pas ses yeux. « Vous comprenez nos règles. » L'Elnor est silencieuse. Pas de questions sur l'état de Monsieur Adrian. Faites votre travail, rien de plus. Clara hocha la tête, bien qu'une question ait déjà germé. Quel genre de maison interdit les questions sur la souffrance? Quand ils la congédièrent d'un bref « Nous vous contacterons », elle resta un instant de plus sur les marches, regardant la fontaine jeter de l'argent. Derrière elle, le manoir exhalait un secret. Devant elle, son téléphone s'illumina avec un rappel de paiement de l'hôpital. « J'apprendrai vite », murmura-t-elle à la grille, au ciel, à l'avenir qui n'avait pas encore appris son nom. Un appel arriva avant l'aube. « Présentez-vous à 7 heures, dit Philippe. Tenue simple, chaussures confortables. Ce n'était pas tant un accueil qu'une assignation. Clara arriva en avance, les poumons remplis d'une poussière harmonieuse et de détermination. Hainaut la rencontra à l'entrée de service avec un paquet d'uniformes et un regard qui était presque maternel, presque résigné. « Si tu tiens une semaine, je te cuisinerai du jollof moi-même, dit Hainaut en pressant une main fraîche sur la joue de Clara. L'Elnor a son propre rythme. N'essaie pas de danser plus vite. » Elles traversèrent des couloirs discrets destinés à des personnes invisibles, passèrent devant un office qui aurait pu nourrir une rue et une buanderie qui sifflait et soupirait comme si les machines partageaient aussi des commérages. « Les règles » murmura Hainaut en comptant sur ses doigts. « Frapper une fois, parler doucement, ne jamais rien déplacer dans la chambre de Monsieur Adrian sans demander. Philippe ira et viendra, il ne frappe jamais. Ne laisse pas ça t'apprendre de mauvaises manières. » Lorsque Clara entra pour la première fois dans le couloir de l'Elnor, l'air changea, plus frais, stagnant, comme s'il attendait la permission de bouger. La porte au fond, celle d'Adrian, était une tranche d'obscurité encastrée dans du chêne. Les chaussures de Philippe l'annoncèrent avant qu'il n'apparaisse. « Vous l'assisterez pour les repas, le bain, le linge, dit-il de ce ton poli qui ne laissait aucune chaleur, seulement des instructions. Vous ne discuterez pas, Monsieur Adrian apprécie l'efficacité. » Apprécie, faillit sourire Clara, pensant à tous les avertissements. Elle hocha la tête à la place. La main de Philippe s'arrêta sur la poignée de la porte. « Une dernière chose, ajouta-t-il, son ton glissant vers quelque chose qui ressemblait à de la possession. Monsieur Moreno me fait confiance pour le bien-être de son fils. Vous vous coordonnerez avec moi avant de faire quoi que ce soit de significatif. » Il ouvrit la porte d'un déclic doux et se glissa à l'intérieur. Clara attendit le temps de compter jusqu'à 5, puis suivit, le cœur battant un tambour solennel. Au début, tout ce qu'elle vit, ce furent des rideaux, lourds et assez sombres pour tromper le matin en le faisant passer pour la nuit. Puis le contour d'un lit. Puis le silence d'une personne essayant de ne pas respirer trop fort. « Bonjour, Monsieur Adrian, dit Philippe. Votre nouvelle aide. » Du lit vint une voix, rauque, amusée, ennuyée, cruelle, tout à la fois. « Renvoyez-la. » Clara distinguait à peine son visage. La lumière était une rumeur derrière les rideaux. Et le lit semblait plus une architecture qu'un meuble. « Bonjour, dit-elle, voulant que sa voix porte le calme. Je suis Clara. » Il exhala un rire qui n'en était pas un. « Elle continue de venir, murmura-t-il. Comme des papillons de nuit. Comme des travailleuses, corrigea-t-elle doucement. Qui veulent faire leur travail. » Les draps bruissèrent, un corps se détournant. « Vous ne tiendrez pas. » Elles ne tiennent jamais. Philippe se tenait comme un pilier, les mains jointes. « Si elle ne peut pas gérer, dit-il suavement, nous trouverons quelqu'un qui le pourra. » Clara sentit l'épreuve dans l'air, la façon dont les hommes lançaient le silence comme ils lançaient des pierres. Elle se dirigea vers la fenêtre et s'arrêta. « Puis-je ouvrir un peu les rideaux » demanda-t-elle. « Non, dit Adrian. Je préfère ne pas voir la pitié. »« Je n'ai pas pitié de vous, répondit-elle, se surprenant elle-même par la vérité de ses propos.
Je ne vous connais pas, le silence qui suivit n'était pas vide. Il était plein, d'histoire, de fierté, de lassitude. Petit déjeuner à 8 heures, annonça Philippe en vérifiant sa montre, déjà à mi-chemin de la porte. Porridge, thé. Quand il partit, la pièce se détendit d'une fraction. Clara posa son petit carnet sur la commode où il pourrait le voir. J'écris les choses, dit-elle, pour ne pas oublier. Vous écrivez aussi les gens, demanda Adriane, la voix tranchante. Seulement leurs préférences, répondit-elle, et osa s'approcher d'un pas. Dans la pénombre, elle entrevit une partie de son visage, la bouche têtue, les pommettes avec le souvenir du rire, les yeux qui avaient décidé d'en finir avec le monde avant que le monde n'en finisse avec eux. Dites-moi les vôtres, dit-elle. Préférence 1, ne parlez pas, rétorqua-t-il en tournant son visage vers le mur. Préférence 2, quand je dis de partir, partez. Elle plia le coin des couvertures avec un soin délibéré, une petite rébellion d'ordre. Je reviendrai avec le petit déjeuner, dit-elle doucement, et de la patience. Il ne répondit pas. Elle atteignit le couloir avant que ses genoux ne se souviennent de faiblir. Hainaut attendait au bout avec un regard qui interrogeait et comprenait. Il m'a dit de partir, dit Clara, le souffle court. Bien sûr qu'il l'a fait, répondit Hainaut. Les malades et les hommes puissants ont une chose en commun. Ils peuvent avoir très peur de la gentillesse. Clara hocha la tête, se redressa. J'apporterai le petit déjeuner, dit-elle, et le couloir, entendant la décision, sembla se décaler d'un centimètre vers l'espoir. La journée s'organisa autour des refus d'Adriane. Non au porridge après 2 bouchées. Trop sucré. Non au bain. Je ne suis pas un enfant. Non au linge frais, ça sent l'hôtel. Non à la conversation. On ne vous paie pas pour être intéressante. Pourtant, chaque non attachait Clara plus étroitement au travail, comme si l'endurance était un code qui pouvait déverrouiller une porte visible uniquement à ceux qui ne bronchaient pas. Elle ajusta le plateau, essuya le thé renversé et apprit la manière de se déplacer en silence dans une pièce où le son semblait être une intrusion. À midi, il fit tomber un verre de la table de nuit. Il se brisa comme une ponctuation. Faites attention, dit-elle en s'agenouillant, les mains stables alors qu'elle ramassait les éclats dans une pelle. Ne me dites pas de faire attention dans ma propre prison, lança-t-il. Elle leva alors les yeux et croisa son regard pour la première fois, sombre, cerné par un long siège d'insomnie. Alors laissez-moi le faire, dit-elle en tenant la pelle, la preuve qu'elle pouvait porter ce qui était brisé sans blesser personne d'autre. L'après-midi s'étira. Philippe apparut 2 fois, une fois avec un dossier à signer pour Adriane, et une autre avec une tasse couverte d'un couvercle en porcelaine. Votre thé, entonna Philippe. Clara tendit la main instinctivement. Je m'en occupe. Ses doigts se resserrèrent presque imperceptiblement sur la soucoupe avant qu'il ne la lâche. C'est un mélange spécial, dit-il en souriant en direction d'Adriane. Pas à lui. Bon pour les nerfs. Adriane prit une gorgée, grimaça. Ça a un goût de métal, marmonna-t-il. Ce sont les minéraux, répondit Philippe, lisse comme de la laque. Il partit sans attendre de remerciements. Quand le soir vint, Clara se tint à l'embrasure de la porte et demanda « Voulez-vous que je lise ?»« À partir de quoi ?»« N'importe quoi. »« Un livre. »« Les nouvelles. »« Une recette, si vous voulez. » Il tourna son visage vers le plafond. « Lisez-moi quelque chose qui croit en demain. » Elle choisit un roman au hasard sur l'étagère et lut doucement jusqu'à ce que les mots cessent de parler de l'intrigue et deviennent une sorte de respiration. Vers la page 30, il dit, presque comme s'il corrigeait un registre, « Vous pouvez revenir demain. » Elle ferma le livre, le cœur battant d'un étrange nouveau rythme. « C'est mon intention, dit-elle. » Dans le couloir, la maison avait commencé son rituel nocturne de lumière qui s'estompe, de pas du personnel qui s'évanouissent. Hainaut toucha le coude de Clara. « Combien de verres aujourd'hui ?»« Un seul, dit Clara. » Elles marchèrent un moment au même pas, « C'est étrange, » ajouta Clara, plus pour elle-même. Parfois, il a l'air furieux. Parfois, il a l'air perdu. Les deux sont une forme de douleur, murmura Hainaut. Dors. Tu auras besoin de tes forces. Dans cette maison, le matin en demande toujours plus. Il était plus de minuit lorsque Clara, portant une couverture pliée, s'arrêta dans le couloir de l'aile nord. Un son faible et irrégulier perçait le silence, étouffé, avec des moments plus aigus, comme quelqu'un essayant de ne pas être entendu.
Elle se tint devant la porte d'Adrian, la main en suspens. À l'intérieur, l'obscurité était totale, à l'exception du liseré argenté du clair de lune qui se faufilait à travers une fente dans les rideaux. Il était tourné vers le mur, les épaules tendues, sa respiration rauque, rythmée par le calme d'un homme qui se retient. « Monsieur Adrian » demanda-t-elle doucement. Il y eut une pause, puis la réponse bourrue. « Vous n'êtes pas censé être ici. » Clara entra quand même, posant la couverture sur la chaise. « Les larmes non plus, je pense, » dit-elle, non pas comme une accusation, mais comme une observation. Ses épaules se raidirent. « Ne me prenez pas pour quelque chose de fragile. » Elle croisa son regard quand il se tourna enfin, les yeux rougis, la mâchoire contractée. « Je ne suis pas ici pour vous prendre pour quoi que ce soit, » répondit-elle. « Je suis ici pour vous mettre à l'aise. » Il ricana légèrement. « Vous pensez que c'est possible dans cette pièce ?» Un long moment, la tension plana entre eux, fragile, mais étrangement rassurante. « Vous avez lu hier soir » dit-il brusquement. « Pourquoi ?» Elle s'appuya sur le bras de la chaise, la voix calme. « Parce que parfois, les mots sont plus chauds que le silence. » Sa bouche tressaillit en un fantôme de quelque chose, de la moquerie, peut-être, ou la plus petite reconnaissance. « Pensez-vous vraiment que je vous apprécierai un jour ?» Les lèvres de Clara s'incurvèrent juste assez pour être remarquées. « Je ne suis pas ici pour être apprécié. Je suis ici pour faire mon travail. » Son regard s'attarda, cherchant, puis il se retourna vers le mur. « Fermez la porte doucement, » dit-il, et bien que ce fût un renvoi, cela ne sonnait pas de la même manière que les précédents. Clara obéit, mais le son de sa respiration contenue la suivit dans le couloir. Cette nuit-là, elle resta éveillée, pensant non pas à ses insultes, mais à la solitude qu'elle tentait de cacher. Une solitude qui semblait plus lourde que la maladie elle-même. Quelque part au fond de ses entrailles, elle savait que sous ses paroles mordantes se trouvait un homme s'accrochant encore à quelque chose qu'il ne voulait que personne ne touche. Car s'il le touchait, cela pourrait s'effondrer complètement. Le lendemain matin, les quartiers du personnel s'animaient de mouvements silencieux, des casseroles qui s'entrechoquent, de l'eau qui éclabousse, des portes qui se ferment. Clara entra dans la cuisine pour prendre le petit déjeuner d'Adrian et trouva Eno, les bras croisés, le regard vif. « Clara, tu t'approches de trop près, » dit-elle à voix basse. « De trop près. » Clara fronça les sourcils en versant le porridge dans un bol. « Je fais mon travail. » Eno se pencha. Les emplois dans cette maison sont simples, servir, nettoyer, partir. Si tu commences à poser des questions ou à rester plus longtemps que tu ne le devrais, tu te feras des ennemis que tu ne vois pas venir. Au comptoir du fond, deux jeunes femmes de chambre jetèrent un coup d'œil à Clara avant de se détourner rapidement. L'une marmonna à voix basse, « Elle est encore là ? Elle doit aimer souffrir. » Clara les ignora, se concentrant sur le plateau dans ses mains. Si personne ne peut le supporter, peut-être que le problème n'est pas seulement lui, murmura-t-elle. Les yeux d'Eno s'écarquillèrent légèrement. Fais attention, ma fille. Des mots comme ça résonnent dans cette maison. Plus tard, alors qu'elle traversait le couloir en direction de la chambre d'Adrian, elle remarqua le changement subtil d'atmosphère chaque fois que Philippe entrait. Le bavardage des femmes de chambre s'arrêtait en pleine phrase, les dos se redressaient, les regards se baissaient. Même les gardes à la porte intérieure se tenaient plus droits quand ils passaient. Clara serra le plateau du petit déjeuner contre sa poitrine, étudiant sa façon de se déplacer, douce, efficace, toujours avec ce sourire poli qui ne réchauffait pas son regard. À la porte d'Adrian, Philippe apparut derrière elle. « Vous êtes en avance, » dit-il, son ton léger mais tranchant. « Une habitude, » répondit-elle d'un ton égal. « Il doit manger avant que le thé ne refroidisse. » Le sourire de Philippe s'approfondit d'une fraction. « Et il le fera. Rappelez-vous simplement, mademoiselle Obéa, que monsieur Moreno me confie le bien-être de son fils. S'il a besoin de quoi que ce soit, je m'en occuperai. » Les doigts de Clara se resserrèrent sur le plateau. « Je m'en souviendrai, » dit-elle en passant devant lui pour entrer dans la pièce. Adrian était réveillé, les yeux mi-clos. « On dirait que vous avez vu un fantôme, » dit-il paresseusement. « Pas un fantôme, » murmura-t-elle en posant le plateau. « Quelque chose de plus froid. » Il arqua un sourcil, mais n'insista pas. Elle le nourrit en silence. Mais dans l'immobilité, elle pouvait sentir l'ombre de Philippe s'attarder juste derrière la porte, et le poids de l'avertissement d'Eno pulser dans son esprit.
À la fin de sa première semaine, Clara commença à remarquer le rythme particulier de la maladie d'Adrian. Il y avait des jours où son teint avait un léger éclat. Sa voix portait plus de force, et il pouvait s'asseoir sans la tension gravée sur son front. Puis, sans crier gare, une ombre passait sur lui, sa peau moite, ses lèvres pâles, l'air autour de lui lourd de l'odeur de quelque chose de métallique et d'étrange. Elle commença à l'écrire dans son carnet. Date, heure, repas. Pourquoi griffonnez-vous toujours, demanda Adrian un après-midi, l'observant depuis le lit. Vous n'êtes pas assez intéressante pour qu'on écrive un livre sur vous. Elle sourit faiblement. Peut-être que je tiens juste le score. Son front se plissa. De quoi? Elle haussa les épaules, glissant le carnet dans son tablier. Des jours. Il l'étudia un long moment, comme pour décider si elle était naïve ou dangereuse. Les jours n'ont pas d'importance quand ils se ressemblent tous, marmonna-t-il. Clara voulut dire, certains jours comptent plus que vous ne le pensez, mais se mordit la langue. Ce soir-là, elle servit le dîner comme d'habitude, riz, ragoût de poisson, et l'inévitable tasse de thé préparée par Philippe. Adrian le sirota sans commentaire, mais à la nuit tombée, Clara fut appelée d'urgence. Il frissonnait sous les couvertures, la sueur perlant sur son front. Ça va et ça vient, dit-il entre des dents qui claquaient. Une minute je vais bien, la suivante c'est comme si quelque chose m'arrachait le sol sous les pieds. Clara lui posa un linge frais sur la tête. Ça a toujours été comme ça. Son regard se darda brièvement vers la porte avant de revenir sur elle. Toujours, dit-il, mais quelque chose dans son ton suggérait une réponse préparée. Elle resta à ses côtés jusqu'à ce que sa respiration se calme, son esprit rejoignant les entrées de son carnet. Le schéma était là, plus clair maintenant, et il semblait toujours tourner autour du moment où Philippe était impliqué dans ses repas. Elle ne savait pas encore ce que cela signifiait, mais elle savait une chose avec certitude, ce n'était pas une maladie ordinaire, et si elle voulait la comprendre, elle devrait continuer à regarder quand tout le monde avait appris à détourner les yeux. Clara avait pensé toute la matinée à la fatigue dans les yeux d'Adrian. Le thé, la nourriture, le schéma dans son carnet, tout tournait dans son esprit comme des vautours. Ce soir-là, au lieu d'aller chercher le plateau habituel dans la cuisine, elle prépara quelque chose elle-même, une tasse fumante de tisane que sa mère avait l'habitude de préparer quand elle était malade. Elle la prépara dans l'office du personnel, loin de l'argenterie et des verres en cristal de la cuisine principale. En la portant vers l'aile nord, elle frappa doucement et entra. Adrian leva les yeux, les sourcils froncés. Ça ne vient pas d'en bas. Elle posa la tasse sur la table de chevet. Non, c'est moi qui l'ai faite. Gingembre, citronnelle et miel. Il s'adossa à ses oreillers, l'étudiant comme si elle venait de lui apporter de la contrebande. On dirait que je suis un cas de charité qui a besoin de remèdes de village. Elle ne broncha pas, je pense que vous pourriez aimer quelque chose de différent. Il hésita, puis prit une gorgée prudente. Ses yeux se plissèrent légèrement, moins par suspicion que par le goût inhabituel. Ce n'est pas mauvais, admit-il après une pause, en posant la tasse. Le lendemain matin, lorsque Clara vint changer les draps, elle remarqua qu'Adrian était plus alerte. La pâleur de son visage s'était légèrement atténuée. Il ne mentionna pas le thé, mais il la regarda travailler avec une expression plus douce que d'habitude. Au petit déjeuner, elle entendit Philippe dans la cuisine parler à voix basse avec le cuisinier. D'où venait le thé d'hier? Le cuisinier marmonna quelque chose comme quoi il ne savait pas. Clara sentit son regard se poser sur elle, lourd et scrutateur. Plus tard, en débarrassant le déjeuner, Philippe apparut à l'embrasure de la chambre d'Adrian, souriant finement. Monsieur Moreno préfère la constance dans l'alimentation de son fils. Les surprises sont inutiles. Clara lui rendit son regard, imperturbable. La santé de Monsieur Adrian aussi. Les coins de la bouche de Philippe tressaillirent, mais il ne dit rien, se retournant et s'éloignant. Adrian, observant l'échange, eut un léger sourire en coin. Vous n'avez pas peur facilement. Clara redressa le plateau. Pas quand la santé de quelqu'un est en jeu, la pièce redevint silencieuse, mais le silence semblait différent, stratifié, comme si quelque chose d'invisible venait de bouger. Ce soir-là, Clara fut convoquée dans le bureau de Richard Moreno. La pièce était tapissée de bibliothèques et sentait légèrement le cigare, bien qu'il n'y eût pas de fumée maintenant. Richard était assis derrière un bureau massif, un stylo à la main. Philippe à son épaule, comme une ombre cousue sur place. Vous êtes ici depuis presque 2 semaines, commença Richard,
la voix sèche. J'entends dire que vous avez improvisé avec les repas de mon fils. Clara joignit les mains devant elle. Seulement pour le rendre plus à l'aise. Le regard de Richard était froid. Le confort ne guérit pas. La discipline, si. Cette maison fonctionne selon des règles, mademoiselle Obéa, et les enfreindre a des conséquences. Le sourire de Philippe était poli, mais ses yeux s'aiguisèrent d'un triomphe silencieux. Clara soutint le regard de Richard sans vaciller. Les règles devraient protéger les personnes qu'elles servent. Si ce n'est pas le cas, ce ne sont que des murs. Le milliardaire s'adossa, l'étudiant un long moment. Les murs empêchent le danger d'entrer. La voix de Clara était assurée. Parfois, ils gardent le danger à l'intérieur. La main de Philippe se resserra sur le dossier de la chaise, mais il resta silencieux. Richard la congédia d'un geste des doigts. En partant, la voix d'Adrian flotta faiblement depuis le bout du couloir. Alors, quel est le verdict? Renvoyé? Elle s'arrêta à sa porte. Toujours là, dit-elle simplement. Il eut un léger rire sardonique. Peut-être que vous êtes du genre têtu. Elle s'approcha, baissant la voix. Je pense que quelqu'un doit l'être. Pendant un battement de cœur, quelque chose d'indéchiffrable passa entre eux avant qu'ils ne détournent le regard. Plus tard, dans sa petite chambre, Clara resta éveillée, rejouant l'échange avec Richard. Les règles de cette maison n'étaient pas faites pour être comprises. Elles étaient faites pour être obéies. Mais si ces règles masquaient quelque chose de nuisible, elle savait qu'elle les enfreindrait à nouveau sans hésiter. C'est lors d'une des humeurs les plus acérées d'Adrian que Clara finit par répliquer. Elle posait son dîner quand il ricana. Je ne sais pas pourquoi vous vous donnez la peine. Vous partirez comme les autres, et je ne me souviendrai pas de votre nom. Sa main s'immobilisa sur le plateau. Peut-être que je ne suis pas ici pour que vous vous souveniez de mon nom, dit-elle d'un ton égal. Il leva les yeux, surpris par son ton. Alors pourquoi êtes-vous là? Elle le regarda sans ciller. Parce que vous êtes humain, et que vous êtes malade. Et ces deux choses signifient que vous méritez des soins, que vous le pensiez ou non. Pendant un long moment, le seul son fut le tic-tac silencieux de l'horloge. Puis, quelque chose dans sa posture se détendit. Vous n'avez pas peur de moi, dit-il lentement, presque comme s'il testait la pensée. Clara posa la serviette à côté de son assiette. Vous n'êtes pas aussi effrayant que vous le pensez. Cette nuit-là, au lieu de la renvoyer après le repas, il la laissa s'attarder. Elle approcha une chaise du lit, et pour une fois, il ne s'y opposa pas, toutes celles avant vous me traitez comme une chose fragile, dit-il. Comme si, en respirant trop fort, j'allais me briser. Clara pencha la tête. Peut-être qu'elles avaient peur de se briser elles-mêmes. Ses lèvres tressaillirent. Et vous, pas peur? Elle sourit faiblement. Si je me brise, je me réparerai. Il la fixa un moment, puis secoua la tête avec un court rire. Vous n'êtes pas comme les autres. Dehors, des pas passèrent, la démarche mesurée de Philippe, mais aucun d'eux ne se tourna pour regarder. Dans le petit cercle de lumière de la lampe, l'air entre eux ressemblait moins à un champ de bataille qu'au début fragile d'une trêve. La pluie tombait fort cet après-midi-là, tambourinant contre les fenêtres du manoir et transformant les jardins en un flou de verre et d'argent. Adrian était resté silencieux pendant la majeure partie de la journée, fixant le plafond comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose qui l'avait égaré. Clara, pliant son linge frais au pied du lit, demanda finalement « À quoi pensez-vous » Sa voix était calme, lointaine. « À ma mère. » Elle mit la chemise pliée de côté. « Parlez-moi d'elle. » Il eut un sourire sans joie. « À quoi bon ?» Elle est partie. Le ton de Clara s'adoucit. Parfois, en parler les garde ici, d'une certaine manière. Il resta immobile un long moment avant de reprendre la parole. Elle avait un rire qui pouvait couvrir une tempête. Elle avait l'habitude de marcher pieds nus dans le jardin, même quand mon père lui disait que ce n'était pas convenable. Elle sentait le jasmin et le thé à la cannelle, et elle ne m'a jamais laissé gagner aux échecs, pas une seule fois. Ses yeux s'assombrirent. La maison était différente quand elle était là, plus chaleureuse. Maintenant, ce n'est que du marbre et des échos. Clara écoutait sans l'interrompre, sentant que ce n'était pas une histoire qu'il racontait souvent. Que s'est-il passé après son décès? Demanda-t-elle doucement. Le regard d'Adrian se tourna vers la fenêtre striée de pluie. Philippe est devenu tout. Mon père s'est enseveli dans les affaires.
Philippe gérait la maison, mes emplois du temps, supervisait mes traitements. Il était efficace. La pause après ce mot était révélatrice. Mais ce n'est pas la même chose, dit Clara. Ce n'est pas censé l'être. Il la regarda alors, les yeux scrutateurs. Et vous? De la famille? Elle hésita. Une sœur cadette. Elle est malade, c'est pour ça que je travaille autant. Son expression changea, une partie de son acuité s'estompant. Alors vous savez ce que c'est de regarder quelqu'un s'éteindre. Elle hocha la tête. Oui, c'est pourquoi je ne crois pas à l'abandon. Pendant un battement de cœur, aucun des deux ne parla. Puis Adrian se rallongea, sa voix presque inaudible. Ma mère n'aurait pas aimé cette maison maintenant. Trop d'ombre. Clara ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Cela commença par un léger cliquetis, le couvercle en porcelaine de la tasse de thé posé avec une précision inutile. Philippe tendit la tasse à Adrian comme s'il présentait un cadeau. Un mélange spécial aujourd'hui, dit-il suavement. Revigorant. Adrian la prit sans poser de questions, sirotant 2 fois avant de grimacer. Ça a un goût de cuillère, marmonna-t-il. Clara, rangeant une pile de livres sur la commode, leva les yeux. Comme une cuillère? Il fronça les sourcils. De métal. C'est léger, mais c'est là. L'expression de Philippe ne changea pas, c'est la teneur en minéraux. Très sain. Il posa une main sur le dossier de la chaise, s'attardant juste une seconde de trop avant de partir. Clara nota l'heure dans son registre mental, 15h42, et regarda Adrian repousser la tasse après une autre gorgée hésitante. Vous ne voulez pas la finir, demanda-t-elle nonchalamment. Non, ça ne va pas, le soir, le teint d'Adrian s'était vidé, sa voix plus faible qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Clara s'assit à côté de lui, lui tenant un linge frais sur le front. Est-ce que cela arrive souvent après le thé? Il hésita, puis haussa les épaules. Je n'ai jamais fait attention. Peut-être. Elle insista. Et c'est toujours Philippe qui la porte. Ses yeux se plissèrent légèrement. Où voulez-vous en venir? Elle baissa les yeux sur le linge humide, gardant sa voix égale. Je ne fais que remarquer des schémas. Il eut un court rire qui n'atteignit pas ses yeux. Vous êtes curieuse. Précise, répondit-elle en le regardant. C'est l'une de mes meilleures qualités. Il l'étudia un instant, comme pour décider s'il devait être irrité ou intrigué, puis ferma les yeux. Elle resta jusqu'à ce que sa respiration se régularise, ses propres pensées s'emballant. Ce goût métallique, elle en avait déjà entendu parler. Elle ne pouvait pas encore situer où, mais elle savait que c'était plus que de simples minéraux. 2 jours plus tard, Clara commença à tester ses soupçons en silence. Elle servit à Adrian le petit déjeuner de la cuisine, mais remplaça discrètement le thé par une théière fraîche qu'elle avait préparée elle-même, infusée de simple gingembre et de citron. Ce jour-là, il sembla plus stable, lisant même un chapitre d'un roman sans se plaindre. Elle nota mentalement l'amélioration, sans rien dire. Le lendemain matin, Philippe reprit le contrôle du service du thé, apportant une tasse en milieu d'après-midi. Clara se tenait à l'autre bout de la pièce, feignant de dépoussiérer le rebord de la fenêtre, mais ses yeux se tournaient vers le lit tandis qu'Adrian sirotait. Le soir, la pâleur était revenue sur son visage, et sa main tremblait légèrement alors qu'il tentait de soulever son verre d'eau. « Tu trembles » dit-elle doucement. Il posa le verre avec un léger cliquetis. « Ça va et ça vient. » Cette nuit-là, dans sa chambre, Clara ouvrit son carnet et commença à écrire sérieusement, date, repas, symptômes, les livraisons de thé. Le schéma était indéniable. Chaque crise grave survenait dans les heures suivant les visites de Philippe avec cette boisson particulière. Elle fixa la liste jusqu'à ce que l'encre se brouille, son pouls un battement régulier de malaise. Le lendemain matin, elle tenta d'aborder le sujet avec précaution. « Vous êtes-vous déjà demandé, » demanda-t-elle en arrangeant ses oreillers, « si ce qui est censé vous aider pourrait en fait vous faire du mal ?» Les yeux d'Adrian se tournèrent vivement vers les siens. « On dirait que vous accusez quelqu'un. » Elle soutint son regard. « Je ne dis rien pour l'instant. Je ne fais qu'observer. » Il la regarda un long moment, puis se détourna. « Faites attention, Clara. Dans cette maison, observer peut vous attirer des ennuis. » Elle plia la couverture au pied du lit, sa voix basse. « Alors je suppose que j'y suis déjà. » La journée avait été trompeusement calme. Adrian avait pris son petit déjeuner sans protester,
parvenant même à s'asseoir droit une partie de l'après-midi, son regard suivant un oiseau solitaire qui s'attardait sur le rebord de la fenêtre. Le soir, Clara se permit de penser, peut-être que cette journée se terminera tranquillement. Mais cette maison n'était pas faite pour la quiétude. Le plateau du dîner arriva plus tard que d'habitude, Philippe entrant avec son expression polie et immuable. « Un bouillon plus riche ce soir », dit-il en posant le bol sur la table. Clara remarqua la légère vapeur qui s'échappait d'une deuxième tasse de thé à côté. Elle ne parla pas, se contentant de bouger pour ajuster les oreillers d'Adrian. Il but sans commentaire. À minuit, le changement fut alarmant, sa respiration était superficielle et la sueur perlait sur ses tempes. Clara lui secoua légèrement l'épaule. « Adrian, m'entendez-vous » Ses paupières vacillèrent et ses lèvres s'entr'ouvrirent dans une faible tentative de parole qui se mua en une toux. Elle se déplaça rapidement, allant chercher une serviette fraîche et l'éventant doucement tout en gardant sa voix basse et stable. « Restez avec moi », le pressa-t-elle. Ses doigts tressaillirent contre le drap. « C'est lourd », murmura-t-il, comme de la pierre. Clara jeta un coup d'œil à la porte, sachant qu'elle ne pouvait faire confiance à personne d'autre pour s'occuper de lui en ce moment. Elle lui mit un verre d'eau dans la main, le stabilisant pendant qu'il buvait. « Vous allez vous en sortir », dit-elle, bien que son cœur martelât dans ses oreilles. Les minutes s'étirèrent en heures jusqu'à ce que sa respiration se régularise enfin. Elle resta dans le fauteuil à côté de son lit, les bras croisés contre le froid, les yeux fixés sur la faible montée et descente de sa poitrine. La maison dormait autour d'eux, mais dans cette pièce, la nuit semblait sans fin, comme si elle attendait de voir qui céderait le premier, Adrian à sa maladie, ou Clara à sa peur. Le matin, la peau d'Adrian avait retrouvé une trace de couleur, mais Clara pouvait encore voir la fragilité sous-jacente. Elle s'approcha de lui doucement. « Nous devons vous faire examiner à l'hôpital », dit-elle. Son front se plissa comme si elle avait parlé une langue étrangère. « Les hôpitaux n'aident pas. Ils ne font que piquer et parler. Ils font des tests, rétorqua-t-elle, et peut-être qu'ils trouveront ce qui manquait. » Avant qu'il ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et Philippe entra, parfaitement synchronisé. « L'hôpital » répéta-t-il avec une légère surprise. « Ce ne sera pas nécessaire. Nous avons les meilleurs soins ici même. » Clara se tourna pour lui faire face. Les meilleurs soins consisteraient à trouver la cause, pas seulement à traiter les symptômes. Son regard s'aiguisa d'une fraction. « Mademoiselle Obéa, vous êtes ici pour le mettre à l'aise, pas pour dicter le protocole médical. » Les yeux d'Adrian passaient de l'un à l'autre, la tension tirant sur les coins de sa bouche. « Je n'y vais pas, » dit-il finalement, la voix ferme. « C'est inutile. » Richard apparut alors à l'embrasure de la porte, comme attiré par la décision. « Clara, » dit-il sèchement, « le traitement de mon fils est sous contrôle. Vous n'avez pas à interférer. » Elle soutint son regard, ravalant la frustration qui lui brûlait la gorge. « Compris, » dit-elle, bien que le mot ait un goût de reddition. Le sourire de Philippe revint, faible et satisfait, alors qu'il s'écartait pour laisser passer Richard. Quand ils furent partis, Adrian l'observa tranquillement. « Vous n'allez pas laisser tomber, n'est-ce pas ?» Elle ajusta sa couverture. « Pas si cela signifie vous garder en vie. » Il ne répondit pas, mais la façon dont ses yeux la suivaient lui dit qu'il avait entendu chaque mot. Il était tard dans la soirée, et Clara passait dans le couloir à moitié éclairé près du bureau quand des voix attirèrent son oreille. Elle s'arrêta, se pressant dans l'ombre d'une haute armoire. La voix de Philippe était calme, délibérée. « Il est plus faible. Encore un peu de temps, et tout sera en place. » La pause qui suivit fit accélérer son pouls. Puis une voix plus basse, qu'elle ne reconnut pas, demanda « Et Moreno ?» Il ne se doute de rien. Le rire de Philippe fut doux et bref. Il me fait plus confiance qu'à son propre sang. Le temps que quelqu'un s'en rende compte, ce sera irréversible. La prise de Clara sur le plateau qu'elle portait se resserra jusqu'à ce que la porcelaine cliquette. Elle resta figée jusqu'à ce que leur pas s'éloigne. Son esprit s'emballa, assemblant les fragments avec les schémas de son carnet, les crises, le thé. De retour dans sa chambre, elle ferma la porte à clé et s'assit sur le bord de son lit, fixant ses notes. Chaque instinct lui hurlait de le dire à quelqu'un, mais à qui? La confiance de Richard en Philippe était inébranlable, et Adrian? Adrian pourrait y voir une autre attaque contre le seul homme qui restait des jours de sa mère. Elle pressa ses paumes contre ses yeux, voulant que son rythme cardiaque ralentisse.
Il n'y avait plus qu'une seule voie à suivre maintenant. Observer de plus près, rassembler des preuves, et espérer que la vérité ne la détruirait pas avant qu'elle ne puisse l'utiliser. Clara se réveilla le lendemain matin avec sa décision déjà ancrée en elle. Si elle voulait comprendre ce qui arrivait à Adrian, elle devait voir ce qui se passerait si les mains de Philippe ne touchaient jamais ses repas. Elle se leva tôt, se dirigeant directement vers l'office avant que la cuisine principale ne commence son agitation. Avec l'aide des Hainaut, elle sélectionna des ingrédients frais et prépara son propre thé, un simple mélange de gingembre, de citron et de menthe. Au petit déjeuner, elle entra dans la chambre d'Adrian avec le plateau, masquant son urgence derrière une expression calme. « Vous êtes en avance », dit-il en jetant un coup d'œil à l'horloge. « Je voulais m'assurer que vous ayez quelque chose de chaud avant que la matinée ne se rafraîchisse, » répondit-elle en posant le plateau devant lui. Il regarda la tasse. Ce n'est pas l'habituel. Clara sourit faiblement. J'essaie quelque chose de nouveau. Il haussa les épaules, sirota, et après un moment, dit, pas mauvais. Différent. Elle s'assit à proximité, feignant d'arranger sa table de chevet tout en surveillant les moindres signes d'inconfort. Il n'y en eut aucun. Pendant 2 jours complets, Clara maintint le changement, interceptant Philippe avant qu'il ne puisse livrer de la nourriture ou des boissons. L'énergie d'Adrian sembla changer. Le ton cendré de sa peau s'éclaircit, et il parlait en phrases plus longues, se penchant même pour attraper un livre lui-même. « Soit vous êtes très chanceuse, dit-il un après-midi, soit votre nourriture fait quelque chose de bien. » Elle nota cela dans son carnet, marquant l'entrée d'une petite étoile. Le 3e jour, Philippe apparut plus tôt que d'habitude, entrant avec son sourire toujours agréable. « Je vois que vous vous intéressez beaucoup à la cuisine, » remarqua-t-il, son regard se posant sur la tasse de thé vide sur le plateau. Clara ne leva pas les yeux en ajustant les rideaux. « Je fais juste ce qui fonctionne, » répondit-elle. Sa voix portait une note qu'elle n'avait pas entendue auparavant, polie, mais aiguisée sur les bords. « N'oublions pas qui supervise les soins de Monsieur Adrian. » Adrian jeta un coup d'œil entre eux, sentant la tension subtile. « Je vais bien, dit-il, mieux que d'habitude. » Le sourire de Philippe ne vacilla pas, mais ses yeux s'attardèrent sur Clara un instant de trop avant qu'il ne parte. Elle le nota, ainsi que le léger frisson qui le suivit hors de la pièce. À la fin de la semaine, la patience de Clara s'était amenuisée en un fil tendu. Elle avait des preuves dans son carnet, des schémas trop précis pour être ignorés. Ce soir-là, en apportant le souper d'Adrian, elle décida de parler. « Puis-je vous demander quelque chose sans que vous ne vous fermiez ?» Il leva un sourcil, mettant de côté le livre sur ses genoux. « Ça dépend de ce que vous allez dire. » Elle prit une inspiration. « Je pense que quelque chose dans la nourriture ou la boisson qu'on vous donne, surtout le thé de Philippe, vous fait plus de mal que de bien. » Ses yeux se plissèrent instantanément. « C'est ridicule. Philippe est ici depuis des décennies. Il était là avant la mort de ma mère. C'est de la famille. » La voix de Clara était ferme, mais pas méchante. La famille n'est pas toujours synonyme de sécurité. Son expression se durcit. Savez-vous combien de personnes m'ont menti, m'ont volé, ont fait semblant de se soucier de moi juste pour se rapprocher de mon père? Et maintenant vous accusez la seule personne qui n'est pas partie. Elle ne broncha pas, je n'accuse pas. Je vous préviens. Il eut un rire sec. De là où je suis assis, ça sonne pareil. Elle posa le plateau et recula, sa frustration brûlant juste sous sa peau. Vous pouvez choisir de ne pas me croire, mais au moment où vous serez prêt à voir la vérité, je vous montrerai ce que j'ai trouvé. Sa voix tomba à un quasi-murmure, tranchant d'incrédulité. Peut-être que vous êtes ici depuis trop longtemps. Peut-être que vous commencez à imaginer des choses. Elle soutint son regard un long moment avant de se tourner pour partir. Ou peut-être que je suis la seule disposée à voir ce qui est juste devant nous. Le silence qui la suivit dehors semblait plus lourd que sa colère. Elle parcourut la longueur du couloir, les mains serrées, le savoir lui pesant plus fort sur la poitrine. Une preuve sans conviction n'était que du papier, et le papier ne pouvait pas le protéger. Adrian ne mentionna pas leur dispute le lendemain, mais Clara remarqua la façon dont il observait maintenant Philippe, pas ouvertement, mais avec un léger froncement de sourcils quand l'homme entrait. Ce matin-là, Philippe arriva avec un plateau poli, posant une tasse de thé couverte sur la table. « Fraîchement infusée », dit-il de ce ton doux et inébranlable. Adrian la souleva, sirota une fois, et la reposa. « Un mélange différent » demanda-t-il. « Une variation »
répondit Philippe. Mieux pour le repos. Clara se tenait près de la fenêtre, époussetant, bien que son attention fût fixée sur le visage d'Adriane. Après le départ de Philippe, Adriane lui jeta un coup d'œil. Satisfaite? Elle ne répondit pas directement. Comment vous sentez-vous en ce moment? Il haussa les épaules. Bien, pourquoi? Notez-le, suggéra-t-elle. Il lui lança un regard perplexe, mais prit un stylo et nota l'heure et la date sur le carnet qu'elle lui tendit. Vous êtes implacable, dit-il. En fin d'après-midi, ses mains tremblaient légèrement alors qu'il attrapait un verre d'eau. Il le remarqua aussi, fixant ses doigts comme s'il l'avait trahi. Étrange, murmura-t-il. Clara ne dit pas, je vous l'avais bien dit. Au lieu de cela, elle nota tranquillement l'observation dans son carnet. Vous pensez que cela signifie quelque chose, dit-il, plus une affirmation qu'une question. Elle ferma le carnet avec soin. Je pense que c'est le début de votre prise de conscience de ce que je vois. Il détourna le regard, la mâchoire serrée. Si vous avez raison, alors. Il s'interrompit, ne voulant pas finir. Clara le fit pour lui. Alors quelqu'un de proche de vous ne veut pas que vous alliez mieux. Les mots restèrent en suspens dans l'air, tranchants et froids. Il ne répondit pas, mais la façon dont son regard la suivit quand elle partit lui dit que, pour la première fois, le doute avait trouvé un endroit où grandir. C'était une de ces nuits où l'air dans l'aile nord semblait plus lourd, presque chargé de quelque chose d'invisible. Clara venait de finir d'arranger le lit d'Adriane lorsque Philippe arriva, ses pas silencieux sur l'épais tapis. Le thé du soir, annonça-t-il, tenant une tasse en porcelaine dont la vapeur s'enroulait en fine et élégante volute. La tasse fut posée avec une sorte de cérémonie sur la table de chevet, ses mouvements délibérés. Adriane l'attrapa sans hésitation. Clara, debout près de la bibliothèque, sentit son estomac se nouer. Elle voulait intervenir, prendre la tasse et la vider sous un prétexte quelconque. Mais elle savait que le moment devait maintenant être le sien. Qu'y a-t-il dedans ce soir? Demanda Adriane nonchalamment. Philippe sourit. Un mélange apaisant, parfait pour le repos. Adriane la porta à ses lèvres et prit une longue gorgée. Ça a toujours un goût métallique, dit-il à voix basse. Philippe ne fit que sourire à nouveau et recula, le regardant boire une autre gorgée avant de s'excuser. 2 heures plus tard, la voix d'Adriane était faible et rauque alors qu'il appelait « Clara ». Elle se précipita à ses côtés pour trouver son visage vidé de toutes couleurs, des perles de sueur roulant sur sa tempe. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, mais il se tenait le ventre, la respiration inégale. « C'est pire cette fois » réussit-il à dire. Clara le redressa, son esprit s'emballant. « Vous allez vous en sortir » dit-elle, bien que son pouls martelât. Elle attrapa le verre d'eau, le pressant dans sa main. Sirotait lentement. Sa main tremblait alors qu'il obéissait. « J'ai l'impression que mon corps s'éteint » murmura-t-il. Les yeux de Clara se dardèrent sur la tasse de thé presque vide encore sur la table de chevet. Elle la prit, ses doigts se resserrant autour de la porcelaine lisse, et la mit de côté délibérément. « Reposez-vous. »« Je reste juste ici » murmura-t-elle. Pendant l'heure qui suivit, elle resta assise à son chevet, comptant chaque respiration superficielle, sa résolution se solidifiant comme du fer. Quoi qu'il y eût dans cette tasse, elle allait le découvrir. Le matin, Clara avait pris sa décision. Elle se réveilla avant l'aube, se glissant dans la chambre d'Adriane alors que le reste de la maisonnée était encore plongé dans le silence du sommeil. La tasse de thé était toujours sur la table, intacte depuis la nuit précédente. Elle versa le liquide restant dans une petite fiole en verre qu'elle avait cachée dans la poche de son tablier, la scellant hermétiquement. Chaque son semblait amplifier, le cliquetis de la porcelaine, le grincement de la porte, comme si le manoir lui-même pouvait la dénoncer à Philippe. Elle replaça la tasse exactement où elle était, essuyant le bord avec un chiffon propre pour effacer tout signe de son intervention. « Que faites-vous debout si tôt » La voix d'Adriane était ensommeillée, ses yeux seulement à moitié ouverts. Clara se redressa rapidement. « Je range juste avant le petit déjeuner, dit-elle, forçant son ton à rester égal. Il l'étudia un moment, mais laissa passer, trop faible pour poser d'autres questions. Plus tard ce matin-là, alors qu'elle traversait le couloir du personnel, Philippe apparut au fond, marchant vers elle. Ses yeux se fixèrent sur les siens avec une acuité qui dépouillait le vernis habituel de politesse. « Vous êtes levé tôt aujourd'hui, dit-il, sa voix douce, mais avec un tranchant qui ressemblait à un avertissement. « Matinée chargée, répondit-elle,
gardant ses pas assurés. Il vaut toujours mieux commencer avant le rush. Il sourit faiblement. Efficace, j'aime ça. Mais son regard s'attarda juste un instant de trop avant qu'il ne la dépasse. Clara n'expira que lorsqu'elle fut de nouveau seule. Dans sa chambre, elle rangea la fiole au fond d'un tiroir verrouillé. Elle n'avait pas encore de plan pour savoir où l'emmener, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas la perdre de vue. Pour la première fois, le risque semblait physique, comme si elle se tenait au bord d'une falaise, et qu'un faux pas la ferait chuter. Pourtant, la pensée de cette tasse, et la façon dont le corps d'Adrian s'était affaibli si soudainement, durcit sa volonté. La preuve était dangereuse, mais l'ignorance était pire. 3 nuits plus tard, le schéma se répéta, mais cette fois, Adrian ne se rétablit pas aussi rapidement. Il avait été plus silencieux toute la journée, son acuité habituelle émoussée, ses mouvements plus lents. Le soir, Clara le trouva assis droit dans son lit, la mâchoire serrée, une pellicule de sueur sur le front. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-elle en s'approchant. « Ça recommence » admit-il à voix basse. « C'est comme si l'énergie se vidait de moi. » Elle n'hésita pas, « Nous allons à l'hôpital. » Il la regarda avec surprise, presque avec incrédulité. « Les hôpitaux n'aident pas, nous y allons, » le coupa-t-elle, son n'admettant aucune discussion. « Vous pourrez discuter avec moi plus tard. » Un instant, il sembla sur le point de refuser, mais ses épaules s'affaissèrent. « Seulement si vous venez avec moi, » dit-il doucement. Quelques minutes plus tard, ils étaient à l'arrière de la voiture. Adrian était affalé contre le siège, sa respiration inégale. Elle gardait une main sur son poignet, vérifiant son pouls, son esprit passant en revue tout ce qu'elle avait écrit dans son carnet. Sous l'éblouissement fluorescent de l'accueil des urgences de l'hôpital, Adrian grimaça alors qu'une infirmière s'approchait avec un presse-papier. « Quel est le problème » demanda l'infirmière vivement. « Des épisodes inexpliqués de faiblesse, de nausées, de sueur » répondit Clara. Adrian lui jeta un regard de côté. « Vous avez suivi ça » murmura-t-il. « Oui » dit-elle en le regardant. « Parce que je ne laisserai pas ça continuer. » L'infirmière les conduisit dans une petite salle d'examen. Clara resta près de lui alors que le médecin commençait à poser des questions, observant les réponses d'Adrian avec la précision de quelqu'un qui soupçonnait déjà plus qu'elle ne pouvait le prouver. Le poids de la fiole dans sa poche ressemblait à un témoin silencieux de l'urgence de la nuit. Adrian ne le savait pas encore, mais ce voyage pourrait tout changer si elle était prête à risquer la vérité. Les murs blancs de l'hôpital semblaient bourdonner d'un silence impatient, celui qui pesait lourdement sur Clara alors qu'elle était assise à côté du lit d'Adrian dans le service d'observation. Il était allongé contre les oreillers, son teint pâle sous les lumières du plafond. Le médecin entra, tenant un dossier épais, son expression prudente mais alerte. « Monsieur Moreno, nous avons effectué un dépistage toxicologique complet » commença-t-il en feuilletant les pages. Clara se pencha en avant, les mains jointes sur ses genoux. « Qu'avez-vous trouvé » Le médecin lui jeta un coup d'œil avant de se reconcentrer sur Adrian. « Vos analyses sanguines montrent des niveaux élevés d'arsenic. De petites quantités, mais compatibles avec une exposition à long terme. » Les mots semblèrent geler l'air entre eux. Adrian cligna des yeux, comme s'il essayait de faire correspondre le sens à la réalité. « De l'arsenic » Sa voix était presque incrédule. Le médecin hocha la tête. « Ce n'est pas immédiatement mortel aux doses que nous observons, mais avec le temps, cela pourrait expliquer vos symptômes, faiblesse, nausées, fluctuation d'énergie. » Le cœur de Clara battait la chamade. Elle pensa à chaque tasse de thé, à chaque livraison silencieuse que Philippe avait faite. « Depuis combien de temps » demanda-t-elle. « D'après la concentration, je dirais des mois, peut-être plus d'1 an, répondit le médecin. Le regard d'Adrian se tourna vers elle, cherchant quelque chose, une confirmation, un déni, peut-être la vérité qu'il n'avait pas voulu entendre auparavant. « Ce n'est pas accidentel, n'est-ce pas » demanda-t-il, sa voix basse, teintée de quelque chose de plus sombre maintenant. Le médecin hésita, puis dit, « Une exposition aussi prolongée provient généralement d'une source délibérée. » Clara força sa voix à rester stable. « Alors nous devons savoir exactement d'où ça vient. » Adrian ferma brièvement les yeux, expirant longuement. « Si c'est vrai, quelqu'un dans ma maison essaie de m'effacer lentement. » Clara ne répondit pas, mais la pensée s'était déjà enracinée profondément dans son esprit. Elle plongea la main dans son sac, ses doigts effleurant la fiole qu'elle avait cachée. La preuve existait, mais ils avaient maintenant la première fissure dans le mur.
De retour dans sa chambre d'hôpital privé, l'air semblait plus lourd de savoir que de maladie. Adrian était assis droit, le dossier du médecin toujours sur la table de chevet. De l'arsenic, répéta-t-il, presque comme s'il goûtait le mot. Clara se tenait près de la fenêtre, regardant la pluie feutrée tomber contre la vitre. C'est délibéré, dit-elle en se tournant vers lui. Vous le savez, et moi aussi. Il la regarda, la voix plus tranchante maintenant. Il pense que c'est Philippe. Elle ne broncha pas, le schéma est trop précis. Chaque épisode majeur a suivi ses visites avec de la nourriture ou des boissons. Le goût métallique que vous avez mentionné, ça correspond. Adrian détourna le regard, se frottant les tempes. Je lui faisais confiance. Mon père lui fait plus confiance qu'à quiconque. Si je l'accuse sans preuve, j'aurai l'air paranoïaque. Clara s'approcha. Vous avez plus que des soupçons. Vous avez les conclusions du médecin, et j'ai des archives de chaque incident. Et j'ai cet échantillon de la dernière fois que c'est arrivé. Ses yeux se fixèrent de nouveau sur elle. Vous l'avez gardé? Elle hocha la tête. Je savais que nous en aurions besoin. Je ne vous l'ai pas dit avant, parce que je n'étais pas sûr que vous me croiriez. Il s'adossa, passant une main sur son visage. Cela signifie que quelqu'un que je connais depuis que je suis enfant m'a regardé m'affaiblir, jour après jour, sans rien faire pour l'arrêter. Non, pire, en le provoquant. La voix de Clara s'adoucit. Ce qui signifie qu'il continuera à moins que nous ne l'arrêtions. Le poids de ces mots resta en suspens dans la pièce. La mâchoire d'Adrian se crispa. Son incrédulité initiale maintenant remplacée par quelque chose de plus froid, la résolution. Alors nous trouverons un moyen de le prouver, pour que personne ne puisse le nier. Elle hocha la tête. Nous le ferons. Mais nous devrons être prudents. S'il soupçonne que nous savons, il pourrait changer ses méthodes. Ou faire quelque chose de pire. Son regard se fixa sur le sien. Alors nous ne lui en donnerons pas l'occasion. Le lendemain matin, Clara revint d'un rapide passage au café de l'hôpital pour trouver Adrian plongé dans ses pensées, fixant le plafond. Je réfléchissais, dit-il sans la regarder. Pourquoi Philippe voudrait-il m'écarter? Il n'hérite de rien. Clara posa le café sur la table. Pas directement. Mais si vous êtes trop malade pour reprendre les parts de votre père aura besoin de quelqu'un de confiance pour tout gérer. Philippe a déjà cette confiance. Les lèvres d'Adrian se pressèrent en une ligne mince. Alors, pendant que je suis au lit, trop faible pour bouger, c'est lui qui prend les décisions, qui construit son influence. Clara hocha lentement la tête. Et plus ça dure, plus il vous est difficile de reprendre le contrôle, même si vous vous rétablissez. Il s'avança, son expression se durcissant. Il ne s'agit pas de me tuer sur le champ. Il s'agit de me rendre insignifiant. Elle s'approcha, sa voix calme mais urgente. Ce qui signifie qu'il n'arrêtera pas jusqu'à ce que votre père vous voie comme incapable de prendre un jour la relève. Adrian la regarda, quelque chose comme une ombre passant derrière ses yeux. Si mon père croit ça, Philippe ne gérera pas seulement les choses temporairement. Il dirigera tout à ma place. Clara posa le dossier de l'hôpital devant lui. Alors nous nous assurons que votre père voit la vérité avant que Philippe ne puisse l'enterrer. Il l'étudia un long moment. Vous risquez tout en vous impliquant. Elle secoua la tête. Je suis déjà impliqué. La différence maintenant, c'est que vous me croyez enfin. Pour la première fois depuis des jours, un léger sourire toucha ses lèvres, sombre mais réel. Alors nous commençons à planifier. Avec soin. Clara hocha la tête, sachant que les prochaines étapes devraient être exécutées avec précision. Un faux mouvement pourrait fermer la fenêtre étroite davantage qu'il venait d'entrouvrir. 2 jours après la visite à l'hôpital, Adrian fut autorisé à sortir avec des instructions strictes de repos et de tests de suivi. Mais son esprit était loin de se reposer. Alors que la voiture s'arrêtait aux portes du manoir, il se pencha légèrement vers Clara. « Nous entrons comme si de rien n'était, » murmura-t-il. Elle hocha la tête. Nous ne pouvons pas le laisser savoir qu'il est soupçonné. À l'intérieur, Philippe les accueillit à la porte, son sourire poli comme toujours. Bienvenue à la maison, monsieur Adrian. J'espère que le séjour à l'hôpital a été instructif. Adrian le regarda droit dans les yeux. Les médecins ont toujours trop de choses à dire, répondit-il légèrement, masquant le poids derrière les mots. Clara resta derrière eux,
lisant chaque changement subtil dans la posture de Philippe, la façon dont ses yeux se posèrent brièvement sur les mains d'Adrian, vérifiant, peut-être, une faiblesse. Au cours des jours suivants, Clara et Adrian maintinrent la comédie. Elle servait les repas qu'il demandait, permettait à Philippe d'apporter son thé soigneusement préparé, et Adrian sirotait consciencieusement sans protester. Mais après chaque livraison, elle échangeait les tasses avec une identique qu'elle avait remplie plus tôt, jetant discrètement le breuvage de Philippe dans l'évier de la salle de bain. La nuit, il parlait doucement à la faible lueur de la lampe de chevet d'Adrian. S'il pense que rien n'a changé, il continuera à utiliser la même méthode, murmura Clara. Et s'il le fait, nous pourrons le prendre sur le fait. Les yeux d'Adrian, bien que fatigués, portaient une nouvelle acuité. Nous aurons besoin d'une preuve que personne ne pourra rejeter, pas même mon père. Clara hocha la tête, sentant la tension s'enrouler plus étroitement chaque jour. Ils jouaient un jeu dangereux, un jeu où un seul faux mouvement pouvait les transformer de chasseurs en proie. Ce fut Clara qui suggéra le plan dans son intégralité. Nous le laisserons préparer votre thé demain, dit-elle, la voix assurée. Mais cette fois, il y aura une caméra dans la pièce. Adrian accepta, bien que l'idée le rendît agité. Si nous faisons ça, nous n'avons qu'une seule chance. Il ne doit pas savoir que nous l'avons enregistré. Le lendemain matin, pendant que Philippe était dans la cuisine, Clara cacha un petit appareil d'enregistrement parmi les livres sur l'étagère d'Adrian, son objectif orienté vers la table de chevet. Elle vérifia sa position, ses doigts tremblant légèrement en sachant ce qui était en jeu. Quand Philippe entra avec le thé, son ton était aussi agréable que toujours. Un mélange apaisant, monsieur Adrian, juste ce qu'il vous faut. Adrian l'accepta sans hésitation, le posant sur la table et attendant que Philippe soit parti avant de le toucher. Des heures plus tard, Philippe étant hors du manoir, Clara récupéra la caméra. Elle et Adrian regardèrent les images ensemble en silence. Là, clair comme le jour, on voyait la main de Philippe glisser un petit sachet dans la tasse avant de verser le thé. Il le remua avec une précision délibérée, jetant un coup d'œil vers la porte avant de poser la tasse. La mâchoire d'Adrian se crispa alors que les secondes s'écoulaient sur l'enregistrement. « C'est ça, » dit Clara doucement. « C'est tout ce dont nous avons besoin. » Adrian hocha la tête, mais son expression était sombre. « Maintenant, nous le montrons à la seule personne qui peut mettre fin à tout ça. » Richard Moreno revint d'un voyage d'affaires d'une semaine le soir suivant, entrant dans le manoir avec sa présence imposante habituelle. Adrian demanda à le voir en privé dans le bureau, mais lorsque Philippe apparut, prêt à se joindre à eux, la voix d'Adrian trancha l'air. « Non. Juste mon père, Clara et moi. » Les sourcils de Richard se haussèrent devant la fermeté inhabituelle du ton de son fils, mais il accepta. Une fois la porte fermée, Clara posa l'appareil d'enregistrement sur le bureau et appuya sur Play. Les images se déroulèrent dans un silence tendu, le seul son étant le faible bourdonnement de la lampe de bureau. L'expression de Richard passa lentement de la confusion à l'incrédulité, puis à une fureur si maîtrisée qu'elle en était presque effrayante. Quand le clip se termina, il s'adossa, les mains jointes. « C'est votre homme, Philippe, » dit Adrian, la voix comme du fer. « Celui en qui vous avez eu confiance par-dessus tout. » Richard expira brusquement, se reculant du bureau. « Faites-le entrer, » dit-il à Clara. Elle hésita. « Vous êtes sûr ? » « Je veux l'entendre me mentir en face, » répondit Richard. Quelques instants plus tard, Philippe entra, son sourire vacillant alors que ses yeux passaient de l'un à l'autre. « Quelque chose ne va pas ? » La voix de Richard était d'acier froid. « Dites-moi pourquoi vous avez empoisonné mon fils. » Un instant, le visage de Philippe resta impassible, mais un léger tic le trahit. « Vous n'avez aucune preuve, dit-il. » Adrian se pencha en avant. « Si, nous en avons, et vous êtes en train de la regarder en ce moment. » Richard tourna l'appareil vers lui, appuyant de nouveau sur Play. Le regard de Philippe se durcit alors que la vérité se déroulait en mouvement et en son. Quand ce fut terminé, Richard se leva. « Sortez de ma maison avant que je ne vous fasse sortir menotter. » Mais les gardes étaient déjà à la porte. Les jours qui suivirent s'écoulèrent avec un rythme étrange, presque onirique. La police plaça Philippe en garde à vue cette nuit-là, les accusations détaillées et accablantes. Le rétablissement d'Adrian fut lent, mais constant. Chaque jour sans le thé empoisonné ramenait un peu plus de couleur sur son visage, un peu plus de force dans sa voix. Clara resta à ses côtés, ajustant ses oreillers, gardant la pièce lumineuse et s'assurant que ses repas n'étaient touchés par aucune autre main que la sienne.
Un après-midi, alors qu'elle l'aidait à aller sur le balcon pour prendre l'air, il dit doucement, « Tu n'étais pas obligé de te battre pour moi comme ça. » Elle regarda les jardins. « Peut-être pas, mais je ne pouvais pas rester les bras croisés et regarder quelqu'un te détruire. » Il l'étudia un long moment, puis dit, « Tu es la seule qui soit restée. » Quelques semaines plus tard, Richard convoqua Clara dans son bureau. « Je vous ai mal jugé, » admit-il. « Vous avez sauvé mon fils alors que je ne voyais même pas le danger. » Elle inclina la tête, la voix assurée. « Je n'ai fait que mon travail. » Richard secoua la tête. « Non, vous avez fait bien plus que ça. » Quand elle retourna dans la chambre d'Adrian, il se tenait debout sans soutien pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré. « Tu vois, je t'avais dit que j'y arriverais, » dit-il avec un léger sourire. Clara lui sourit en retour. « Et je t'avais dit que je serais là quand tu le ferais. » Ils se tinrent ensemble dans la lumière dorée de la fin d'après-midi, sans grande déclaration, sans promesse, juste une compréhension tacite forgée dans les nuits silencieuses et dangereuses où le monde avait détourné le regard, et où elle avait refusé de le faire. Le manoir ne ressemblait plus à une cage. Pour la première fois, il ressemblait à un endroit où la vérité avait triomphé. Voici le verset biblique de l'histoire, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Luc 8, verset 17, NIV. Ce verset reflète le thème central de l'histoire, la vérité sur l'empoisonnement, aussi soigneusement cachée soit-elle, ne pouvait rester enfouie éternellement. La persévérance de Clara a permis que les ténèbres soient mises en lumière. Morale de l'histoire, le vrai courage ne consiste pas seulement à affronter le danger, mais à rester ferme pour la vérité quand il est plus facile de détourner le regard. Le mal se cache souvent derrière la confiance et la familiarité, mais il faut de la vigilance, de l'intégrité et de la compassion pour le démasquer. Parfois, les plus grands actes d'héroïsme sont pas des gestes grandioses, mais la détermination silencieuse et implacable de protéger quelqu'un lorsque tout le monde a tourné le dos. Vous serez avertis chaque fois que nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.